podcast Retour sur les attentes, donc, qui est dédié aux pratiques de l'évaluation de la formation professionnelle. C'est notre 9e épisode. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui. D'abord, par contre, je vais accueillir Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss. Et toi? Super. Cette rentrée, ça s'est bien passé? Pour les enfants ou pour moi? Ah, bonne question. Pour les enfants d'abord, puis après pour toi. Très bien pour les enfants et très bien pour moi aussi. Le soleil voilà, on va dire me manque déjà parce que voilà, il était là très longtemps, puis là, on commence à avoir des nuages dans le nord de la France, etc. Donc, je m'inquiète. Je vois l'automne arriver à grands pas, donc voilà, je m'inquiète. Mais blague à part, ça se passe très bien. Beaucoup de projets chez AG6, beaucoup de projets aussi sur les projets que l'on mène ensemble. Oui. Donc très intéressant. Là, je suis pour l'anecdote, pour montrer que l'évaluation est un sujet toujours d'actualité et probablement de plus en plus. Je suis intervenu au sein d'une organisation belge pour réaliser une conférence et le sujet de l'impact des formations leur tient tellement à cœur qu'ils ont pour projet de créer le poste d'impact manager. Donc Ah, d'avoir une personne dédiée à la question de l'impact, donc de super. l'évaluation, de l'amélioration, etc. Donc quelqu'un, on va dire, par qui toutes les questions d'évaluation et d'impact des formations vont passer. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le sujet au sérieux. Ben, un jour, on va l'inviter pour un podcast, pour l'interviewer, Ouais, savoir c'est une bonne comment elle idée. fait. C'est une bonne idée, hein? Ouais, tu as raison. Ouais. Écoute, de mon côté, au niveau des actus, juste, je pense, 2 choses importantes à vous dire. Alors, la première chose, c'est que le cabinet Kirkpatrick, donc Kirkpatrick Partners, c'est la société qui a été fondée par Jim et Wendy Kirkpatrick et qui a créé le nouvel modèle Kirkpatrick. Donc, on n'est pas sur les 4 niveaux, on cesse pas de vous le dire, on est vraiment sur le nouveau modèle qui était beaucoup plus étendu. Donc, ça a été vendu là tout récemment. C'est une actu officielle, ça a été publié sur LinkedIn, sur le réseau, à une société spécialisée dans l'ingénierie pédagogique aux États-Unis qui s'appelle Anchored Training. Et la bonne nouvelle, c'est que on est déjà en train, avec les affiliés, les partenaires mondiaux, et puis en interne, de refaire un point sur la certification Kirkpatrick avec un redesign. J'ai fait un focus group hier, avec aussi les notes de Jonathan qui n'a pas pu assister. Et donc, du coup, ben, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vraiment aller de l'avant. Donc, rien change par rapport à l'existant, sauf que ben, pour le futur, je pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont venir aussi. Et la deuxième, c'est qu'on va faire une session inter-entreprise en Kirkpatrick Bronze le 28 et 29 novembre. Donc, si vous écoutez ce message et vous êtes disponible et l'évaluation vous intéresse, on vous encourage fortement à vous inscrire. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site évaluationformation.fr. Donc, c'est 2 jours de formation. Toutes les informations sont là pour vous, et y compris le financement de cette formation. Voilà. Autre chose, Jonathan, ou on commence l'épisode? Je pense qu'on va pouvoir commencer l'épisode et puis juste un mot sur la session à venir. En plus, tu as déjà des inscrits. Oui. Donc voilà, on sait que c'est, je trouve que c'est une excellente période pour se former à l'évaluation parce qu'il y a nécessairement des questions qui vont se poser sur l'élaboration du plan de développement des compétences, l'identification des formations à plus fort impact, la priorisation, la préparation de l'évaluation, parce que toutes ces questions se posent en amont. Donc c'est un moment tout à fait approprié pour suivre ce programme. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Et que vous n'avez pas beaucoup de connaissances ou que vous vous dites, bon, moi, j'ai pas les niveaux, c'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est vraiment apprendre les fondamentaux, mais aussi savoir ce qui existe sur le marché et échanger aussi avec vos pairs. Donc, c'est vraiment un bon moment de faire ça. Bien. Donc aujourd'hui, on a le bonheur d'inviter un certifié argent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la publication qu'on a faite là, sur Thomas. C'est Thomas Misselin qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Joss, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Comment tu Bonjour vas? Thomas.
Ça va très bien. Je suis à Lyon. On en parlera dans un instant et il fait très beau, Jonathan. Alors, un clin d'œil. Avec, Chanceux. avec plaisir pour partager avec vous aujourd'hui. Super. Donc, je disais que Thomas Misla, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement expérimenté dans le marché de la formation professionnelle, dans la formation et aussi dans l'évaluation. Il va se présenter en plus de détails après. On voulait l'inviter parce que il vient de faire donc sa certification en genre et c'est un bon aussi moment de partager justement tout ce qui est pratique parce que vous savez que nous c'est assez, ça peut être théorique l'évaluation, mais aussi on est très pratique. On voulait vraiment continuer à vous partager tout ce qui est concret, pratique au niveau de ce qui se passe dans le métier et plutôt d'en débattre tous les deux, avoir quelqu'un de l'extérieur qui peut témoigner de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a le bonheur d'inviter Thomas aujourd'hui. Alors, Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Explique-nous tout ce que ton background, ton passé, pourquoi tu parles anglais mieux que moi, pourquoi voilà, tu es chez EM Executive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, dis-nous tout. Merci Joss. Écoute, merci beaucoup voilà, de me proposer d'échanger. Je me positionne pas du tout comme expert. Bon, l'effet final recherché, comme je dis souvent pour un rendez-vous de ce type, c'est vraiment de partager certaines expériences qui, je l'espère, pourront être pertinentes et venir infuser, diffuser, donner des idées, peut-être d'autres idées d'ailleurs. Donc l'idée c'est que vraiment, voilà, si vous écoutez ce podcast, déjà un grand merci, et puis ensuite peut-être essayons de repartir avec 2 ou 3 actions très très concrètes que vous pourrez prendre derrière autour de l'évaluation d'impact, autour de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation. Parce que finalement, c'est ça le sujet. En tout cas, j'en serais ravi si chacun peut repartir avec ça dans chacune dans sa besace. Donc, Thomas Misselin, 49 ans, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la formation. J'ai commencé comme enseignant et prof dans un private college aux États-Unis, en Alaska, il y a un peu plus de 20 ans. Et puis, on faisait déjà du sur-mesure à l'époque. Donc, je travaille effectivement à EM Lyon Business School, dans le département Executive Education, à l'intérieur duquel il y a un département intra. Je crois que ce sera connu de tous. Donc, nos clients, nos partenaires sont des entreprises qui ont des projets de formation et de plus en plus des vrais projets de transformation dans lesquels ils se posent des questions sur la réalité de la transformation. Et donc, on revient bien sûr sur le sujet de l'évaluation de la mesure et de la conception de projets d'accompagnement qui ont un impact, qui contribuent à développer la performance des organisations. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis en sur-mesure donc à l'EM, en ayant principalement servi des grands clients hein, qui vont être des Safran, des Total, Capgemini, KPMG, Crédit Agricole, etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, c'est plutôt des soit SBF 120, soit CAC 40, avec énormément de bonheur et des projets toujours très différents, mais avec ce focus mais finalement sur le terrain, dans les équipes, au quotidien. Qu'est-ce qui est observable, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a progressé et qu'est-ce qui reste à faire. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, c'est plutôt des grands projets de formation en intra. Donc, ça veut dire beaucoup de personnes à former en même temps, c'est ça? Alors ça va être, Joe, ça va être très varié en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir 3 jours de financement financier pour telle entreprise, et puis on peut avoir accompagné l'évolution de la culture managériale, de la culture de leadership d'une organisation. Et là, effectivement, on va être davantage sur des parcours. On est en sur-mesure, donc on part avec une feuille blanche, hein, ce qui est là. Est-ce que c'est la noblesse du métier? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un élément qui implique la créativité, un peu de prise de risque, des surprises, etc., qui sont très stimulants. Et avec l'idée voilà, de servir des objectifs que l'entreprise a identifiés pour elle-même au service de son projet de compétitivité, de positionnement, de performance, de différenciation, etc. Donc c'est extrêmement varié. Ok. Et qu'est-ce que toi tu fais précisément? C'est quoi ton rôle au sein de tout ça? Oui, alors moi je suis chef de projet, donc il y a une partie développement, donc partir à la conquête de projets, être en concurrence, hein, donc c'est vraiment une partie commerciale où on va se retrouver dans un processus souvent assez classique hein, d'appel d'offres, de mise en concurrence, de présentation, où voilà, on se familiarise avec l'organisation et puis on termine et idéalement on est sélectionné pour être le partenaire du projet et de l'entreprise sur ce projet. Et puis après, il y a une partie, on va dire, ingénierie pédagogique
qui se déploie, enfin qui d'ailleurs a commencé au moment de la proposition commerciale et qui va s'approfondir dans la partie conception réelle finalement de la solution. On va rentrer dans le dur, dans le détail, les technopédagogies mobilisées, justement le déploiement d'une méthodologie Kirkpatrick qui va nous aider à la mobilisation d'un certain nombre d'experts, d'intervenants, de coachs, etc., pour créer une solution complexe, multi-outils, multi-approches, qui va servir, qui va sous-tendre, et qui va faciliter la mise en mouvement des collaborateurs impliqués. Et puis après, il y a la partie delivery, exécution du projet, avec les ajustements nécessaires en cours de route dans le cadre d'un projet sur mesure. Donc il y a vraiment 3 pans, qui d'ailleurs sont pas schématiquement comme ça, hein, ils se mélangent parfois, donc développement commercial, ingénierie pédagogique, et pilotage de projet et d'équipe projet au service d'une formation. Et toi, tu pilotes tout ça, tu surveilles, tu fais le design, tu accompagnes les clients, c'est toi qui est en charge de l'évaluation. C'est quoi ton rôle dans ces gros projets? Écoute, c'est très intéressant comme question. Ça me fait penser à une anecdote que du coup je vais partager. On travaillait, on travaille toujours depuis maintenant plus de 5 ans avec le groupe Capgemini France au niveau du learning et développement. Et sur un projet de développement du leadership, on sortait de la 2e soutenance, c'était la 5e proposition, donc 3-4 mois de processus intensif de conquête du projet, hein, donc là on est vraiment sur le pilier commercial. Et puis on descend, on est à 3 sur vraiment ce dernier rendez-vous face au copil, composé de DRH entités, composé de patrons de business unit, composé de futurs participants et d'opérationnels. Qui validaient la proposition. Et puis on est accompagné par une personne avec laquelle je continue à travailler quasiment quotidiennement, en tout cas de façon hebdomadaire, chez Capgemini, qui descend dans l'ascenseur en bas du bâtiment, dans les anciens locaux à Issy-les Moulineaux, et on est 3. Il y a la directrice pédagogique, il y a un intervenant, coach, trainer, et moi-même, quoi. Et elle nous regarde les yeux dans les yeux, et elle nous dit si jamais on vous sélectionne, on est d'accord, c'est vous qu'on veut voir dans l'accompagnement réel au quotidien du projet. On est d'accord. Eh oui. Et c'est là, tu vois, c'est là où j'ai pris Mm. conscience du fait que, au-delà même de la solution, de la marque, et pour le coup, la marque EM Lyon, la recherche EM Lyon qui est très reconnue sur le marché, le positionnement stratégique, l'aura de l'institution, et puis les projets sur mesure et en interentreprise, hein, executive MBA, etc., sont très reconnus. Et en même temps, on est dans un métier fondamentalement humain. Et c'est l'intuitu personné, comme on dit, c'est la relation entre les personnes qui sont uniques par définition, qui font aussi la puissance d'un accompagnement. Et donc, on sélectionne un partenaire, on sélectionne des technopédagogues, on sélectionne des méthodes de conception et de mesure d'impact, on va en reparler, j'espère, et on sélectionne aussi, entre guillemets, des personnes avec qui on a envie de travailler, on a envie de collaborer, on a envie de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis de projets complexes. On travaille sur l'humain, c'est par définition complexe et non totalement prévisible, quoi. Clairement, oui. Alors, Thomas, de mémoire, je pense que nous nous sommes rencontrés, toi et moi, en 2016, je crois. Je crois que c'était en 2016. Mhm. Est-ce que tu peux nous retracer un peu rapidement, voilà, ton histoire avec Kirkpatrick, comment tu en es venu à, à te retrouver dans cette salle où on a pu s'amuser, parce qu'on s'amuse lors du programme de certification bronze durant 2 jours, et on travaille aussi, hein, évidemment. Mais voilà, quelle est un peu ton histoire avec Kirkpatrick, voilà, quelle est un peu la naissance on va dire, ce souhait de s'investir dans ce modèle, dans cette méthode? Écoute, j'entends, bon, certaines personnes sont des born again du point de vue spirituel. Moi, je suis un born again dans le domaine de la formation, parce qu'il y a vraiment un avant et un après, je le dis avec vraiment toute sincérité, hein, et un clin d'œil bien sûr d'humour, par rapport à cet accompagnement Kirkpatrick. Il y a vraiment, je crois, et pour le coup, j'ai fait pas mal de formations, puis là, je suis engagé dans un parcours d'exécutif PhD autour de l'apprentissage de l'expérience à Paris-Dauphine. Donc voilà, je me suis formé tout au long de la vie, etc. Apprendre au quotidien, c'est une passion, c'est même un besoin fondamental. Et je trouve que en tout cas dans ma pratique professionnelle,
puisque là, pour le coup, ce podcast vraiment est dédié à un partage de pratiques professionnelles qui se développent, qui continuent à s'approfondir au quotidien. Eh bien, les 2 jours, et puis le projet sur lequel je travaillais, et puis plus récemment, l'accompagnement sur le niveau argent de Kirkpatrick ont été vraiment un watershed, comme on dit en anglais, vraiment un point de changement qui a modifié définitivement la manière avec laquelle j'approche les projets d'accompagnement, de formation et donc de plus en plus de transformation. Si on veut d'ailleurs distinguer un peu les deux rapidement, on peut se dire que formation, on va transmettre un certain nombre de, entre guillemets, j'utilise les mots à dessein, transmettre, remplir un seau qui est présumément vide, on va le remplir de connaissances, puis on va espérer que par peut-être l'effet du Saint-Esprit, il y a une transformation qui s'opère sur le terrain. La transformation, c'est observer la situation de vie de participants, de regarder l'ensemble du système dans lequel ils sont impliqués et d'essayer, et c'est ce que suggère fortement la méthode Kirkpatrick, qui est une véritable ambition, c'est de basculer dans la transformation. Et c'est donc de tirer tous les leviers, enfin c'est comme ça que je l'interprète, sous ton contrôle, Jonathan, Ah, tout à fait. tirer tous les fils, utiliser tous les leviers à disposition pour renforcer, faciliter, récompenser, accompagner, proposer des occasions donner du feedback qui sont autour, entre guillemets, de ce qu'on considère généralement comme la formation, c'est-à-dire en personne, dans une salle, ce qu'on appellerait le 10 du 70-20-10, etc. Bah non. En fait, Ouais. Kirkpatrick, quelque part, s'adresse au 70, au 20, au 10 de ce modèle-là. Et vraiment, ça a été, j'exagère un peu, mais je veux dire, j'ai vraiment ouvert les yeux, ça m'a donné énormément envie, et surtout, ça donne une méthode extrêmement structurée et claire pour avancer vraiment sur cette ambition d'impact. Et la raison pour laquelle je m'étais lancé dans ce projet-là, c'est que j'avais un mentor. Donc ça, c'est quelque chose que j'encourage vraiment à chacun, à chacune d'avoir de manière générale. J'avais un mentor pédagogique, un mentor professionnel. Quelque part, c'était pas formel, mais finalement par nos échanges à la machine à café, etc. Dan Evans, qui est un prof chercheur à l'EM Lyon pendant une vingtaine d'années, qui est aujourd'hui à Audencia, et qui a piloté un lab à l'Executive Education de M Lyon pendant de nombreuses années, était un fervent utilisateur, praticien de la méthode Kirkpatrick. Il était américain, alors ça facilitait peut-être les choses à l'époque. Et donc il m'avait ouvert à cela et vivement encouragé. Et donc j'avais suivi en fait tout simplement ses conseils. Je m'étais dit écoute, je vais lui faire confiance. Par ailleurs, on a des discussions extrêmement stimulantes au travers desquelles j'apprends énormément sur mon activité au quotidien. Donc j'y vais les yeux fermés. Puis là, je tombe surtout à Jonathan. Donc là, j'ai réouvert les yeux, évidemment. Et depuis, j'ai essayé de les garder, ouverts tous les jours. Ah, super. Ouais, écoute, alors c'est vrai que tu as commencé logiquement par la certification de bronze. Là, tu as obtenu, Joss en parlait en introduction, mais brillamment la certification argent. Bon, on va aller tranquillement vers l'or ensemble à ce rythme, si tu en es d'accord. Et ça m'intéresserait de savoir, c'est que tu as une longue expérience dans la formation, tu es directement connecté à la recherche, donc voilà, tu aurais pu, développer, on va dire, ta pratique de l'évaluation, ce que tu faisais déjà même avant de suivre ce programme de certification de bronze, mais tu aurais pu opter pour d'autres modèles, etc. Et, et voilà, il y a eu cette discussion avec ton mentor, avec Dan Evans, comme tu le disais, mais tu as fait le choix vraiment de t'investir dans Kirkpatrick et tu parles beaucoup de méthodes structurantes au sens qui rassemblerait des éléments qui viennent d'un peu partout, du 70-20-10, etc., etc. Et qu'est-ce que, on va dire cet investissement, qu'est-ce qui te fait dire que c'est ce modèle, c'est cette méthode sur lequel ou sur laquelle il faut miser par rapport à d'autres. Donc, pourquoi Kirkpatrick finalement, au-delà du pourquoi tu t'es retrouvé là, comment tu t'es retrouvé là à suivre cette session de bronze d'abord, mais quels sont, si tu devais expliquer, je l'ai dit toujours, on va faire un elevator pitch, je pense, tu te retrouves, tu as 30 secondes pour expliquer, tiens, pourquoi Kirkpatrick à quelqu'un, quels sont les arguments selon toi que tu avancerais? Merci Jonathan. Alors je sais pas si je vais tenir
pitch, ou alors on est aux Émirats, tu sais, dans les tours avec 200 étages, Exactement. avec une panne au 37e et au 48e. Mais bon, fondamentalement, le, étant collaborateur dans une grande école de commerce qui fait de la recherche en sciences sociales et donc en sciences de gestion, il est fondamental quelles que soient les méthodes que l'on utilise à l'intérieur de l'école pour accompagner nos clients, nos partenaires, nos étudiants, etc., soient fondées scientifiquement. Donc ça, c'est un point absolument central. Et d'ailleurs, de mémoire, Kirkpatrick père a commencé, non pas dans un environnement académique, mais vraiment a commencé les mains dans le cambouis, dans les usines, dans les entreprises, etc. Et donc vraiment sur le terrain qui est le terrain de jeu que l'on sert au quotidien. Donc on est passionné Hmm. du learning, on est passionné de la pédagogie, etc., etc. Mais au final du final, comme on dit, c'est le shop floor, c'est les bureaux, c'est les réunions, etc. C'est dans tous ces espaces, dans tous ces environnements, avec les technologies associées, selon les métiers associés, qui sont notre objet de travail. Et donc, Hmm. très important d'avoir une cohérence globale dans les actions que l'on porte. La marque EM Lyon est une marque qui porte haut et fort l'intérêt de la recherche. La pratique aussi est très intéressante, mais c'est la rencontre des deux qui crée la richesse, et nous, on est quelque part garant d'une forme d'exigence académique. Donc ça, c'est un point. Les racines de Kirkpatrick sont fondées dans des réflexions sérieuses académiques, et ça, c'est important pour nous. Ensuite, comparé à d'autres méthodes, comme par exemple celle et je pense qu'on peut en parler, celle de Brinkerhoff ou autre, d'ailleurs, il y en a une autre qui a émergé récemment en Angleterre. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans la méthode Kirkpatrick, c'est que ce n'est pas seulement, et je vais même dire, c'est même peut-être pas prioritairement une méthode d'évaluation d'impact, c'est une méthode d'aide à la conception d'accompagnement qui ont de l'impact. Hmm. Et donc, c'est une aide à la décision, c'est une forme de checklist, c'est une forme de rappel, je dirais entre guillemets, rappel au règlement de ce qui marche. Et Hmm. donc, on est pris par cette méthode dès le début, en fait, du projet, dans sa conception, dans sa co-construction. Et d'ailleurs, on peut positionner l'ambition du projet avec le client, avec ce référentiel. Et là, on a les mots, on a le cadre, on a les 4 niveaux, on a le vocabulaire pour échanger. Donc on a les outils pour échanger avec un partenaire et lui dire, voilà, vous étiez généralement sur le niveau 1, et très bien, vous étiez très satisfait, etc. Est-ce que vous voulez passer au niveau 3? Est-ce que vous voulez passer aux indicateurs avancés? Est-ce que vous voulez passer au niveau 2? Et là, on a tout le cadre qui permet d'ailleurs de bien positionner notre proposition, les budgets associés, les investissements, la prise de risque, etc., et les leviers à actionner en fonction de cet objectif partagé. Puis après, on a une méthodologie effectivement qui nous aide qui structure la pensée et qui pose des questions. Et après, ma foi, dans les modalités de déploiement, d'accompagnement, c'est le champ libre. C'est-à-dire que la méthode n'est pas du tout castratrice de ce point de vue-là. Elle donne un cadre. L'expression que j'utiliserais, c'est freedom within a framework. Il y a un cadre dans lequel, à l'intérieur, il n'y a pas de limite sur la créativité pour être au service de l'impact et concevoir une solution qui va avoir les meilleurs ingrédients dès le départ, quitte à les ajuster en cours de route, si on apprend en cours de route, et en général c'est le cas, pour encore affûter, affiner et travailler sur l'impact. Donc voilà, ces deux leviers, deux leviers, je sais pas si c'est levier, mais ces deux caractéristiques, méthode de conception, et donc d'aide vraiment professionnelle à la conception de programmes impactants de formation, de transformation, et puis un fondement scientifique. Voilà. Et puis un accompagnement de qualité, Jonathan, je ne peux pas m'empêcher de le souligner, donc ce serait le troisième pilier, parce qu'il faut bien, pour un tabouret, il faut quand même qu'il y ait 3 piliers pour s'asseoir. Merci Thomas. Je te rejoins complètement. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire que l'évaluation est parfois même quasiment un prétexte pour Mm. structurer le projet en lui-même. Et donc c'est vrai que je parle aussi beaucoup de paire de lunettes, hein. Je dis que le modèle Kirkpatrick, c'est aussi une paire de lunettes théoriques qui permet de clarifier ce que l'on peut attendre d'une formation, de mettre les concepts au bon endroit, etc. Donc c'est vrai que c'est avant tout, euh, c'est un modèle théorique, mais qui se veut pratique. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le fait qu'on on a de la liberté. Ça reste un cadre. Et en t'écoutant, je pensais aussi dans les méthodes agiles, lorsqu'on parle de Scrum, par exemple, voilà, c'est un cadre, mais par contre avec une très grande diversité d'outils,
méthodes, de modalités d'application, etc. derrière. Donc ça n'est absolument pas, on va dire, enfermant, si je puis dire. C'est vraiment quelque chose qui est souple, qui est adaptable, mais voilà, tu parles de checklist précédemment aussi, qui permet de ne pas oublier l'essentiel. Donc c'est vraiment l'occasion de, euh, de vérifier que tous les ingrédients d'une formation efficace, d'une formation qui va avoir de l'impact sont réunis. Et donc ça c'est vraiment essentiel. Et la notoriété de Kirkpatrick, je me rappelle lorsque j'ai publié la première édition de mon livre, je me souviens que Marc Dennery sur le blog de C Campus avait dit, et j'ai vraiment pris ça pour un compliment en disant voilà, Jonathan, ne fais pas l'erreur de réinventer un nouveau modèle. Et voilà, je préfère, on va dire, moi, me ranger derrière un modèle qui existe, qui est prouvé, etc., plutôt que de dire, voilà, je vais créer mon modèle et je vais changer l'intitulé d'un niveau et rajouter un demi-niveau, etc. Voilà, Kirkpatrick est connu internationalement. Ça me semble, on va dire, beaucoup plus pragmatique de faire avancer ce modèle, de l'éprouver, de le tester sur le terrain, de le rendre encore plus populaire, plutôt que de créer un énième modèle, etc., sans rien apporter. Hein. Donc voilà, je te rejoins complètement sur cette vision. Si Si je je peux rebondir. peux... Ah, Vas-y pardon. Thomas. Non, vas-y Ouais, si je Thomas. peux juste rebondir, merci Joss, pardon, Jonathan, juste sur ce point qui souligne finalement le fait que, alors en tout cas c'est comme ça que moi je me, entre guillemets, je me vois, c'est comme, que je nous vois collectivement à l'Executive Education de M Lyon, c'est on fait partie d'un écosystème. En réalité, c'est-à-dire que on est très connecté avec nos clients, que souvent on garde pendant des années, parce qu'on tisse des liens d'amitié, on tisse des liens professionnels de confiance, qui contribuent hein, d'une façon ou d'une autre à l'impact. Ce sont finalement des ingrédients intangibles très importants. Donc la continuité dans la relation, etc. Et puis voilà, il y a quelques grandes écoles installées sur le marché auxquelles beaucoup d'entreprises font confiance dans la durée. Donc on est dans un écosystème et quelque part se rattacher sur des méthodologies et des pratiques qui sont organisées, donc, telles que Kirkpatrick, qui sont reconnues mondialement, qui sont pratiquées, qui ont été testées, c'est le test of time, enfin qui ont été battle tested, quoi, qui ont été vraiment vérifiées, revérifiées, adaptées, ajustées, est une manière aussi de contribuer à l'écosystème et de façon globale à sa capacité de transformation. Effectivement, venir à chaque fois réinventer la roue et venir avec ses méthodes ou son approche, etc. On fait tous d'une certaine façon de l'évaluation d'impact d'une manière ou d'une autre. Donc le sujet n'est pas là, mais c'est peut-être d'avoir un langage partagé, des schémas mentaux un petit peu davantage partagés, des mots de vocabulaire, une façon de regarder les situations, et on gagne de la puissance en partageant également finalement ces modèles de conception et d'évaluation d'impact comme Kirkpatrick. Justement, bon, si nous, on est tous d'accord que c'est peut-être le modèle le plus connu, Thomas, tu es allé t'inscrire sur la recommandation de quelqu'un en interne. Jonathan, tu confirmes que c'est le modèle qui est le plus répandu. Mais Thomas, tes expériences au sein de tes clients, est-ce que eux ils connaissent Kirkpatrick? Qu'est-ce que eux ils disent par rapport au besoin en évaluation? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour eux? Est-ce que toi tu es dans une position d'évangéliser ou expliquer, ou est-ce que tu réponds à un besoin que eux ils expriment? C'est une super question, merci beaucoup, Joss. Effectivement, tu m'enlèves le mot de la bouche, hein. C'est le mot évangélisation qui pouvait venir. C'est extrêmement hétérogène, bien sûr. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, mais la maturité, on va dire, le niveau de structure et d'intentionnalité sur l'impact est très hétérogène selon les clients, ainsi que leurs attentes sur les 4 niveaux Kirkpatrick. Je considère que c'est un de nos enjeux implicites, finalement, à l'EM Lyon, c'est to get the most bang for the buck, c'est-à-dire de rentabiliser, entre guillemets, l'investissement au maximum pour nos clients. Et donc ça peut passer par les accompagner sur une prise de conscience et sur un outillage, si j'ose dire, autour de la mesure d'impact, autour de la conception même de programmes, pour aller vers l'impact, au service de leurs ambitions. Et donc, parfois, on va trouver des partenaires qui sont déjà complètement rompus à ce type d'approche, qui connaissent Kirkpatrick, qui le respectent et qui le déploient un peu comme la prose de Monsieur Jourdain, qui le déploie vraiment sans le savoir. Donc là, on vient apporter une structure et surtout, on vient les rassurer quelque part. On vient montrer que, ok,
également sur ce volet-là, et pas seulement sur une expertise métier, sur de la stratégie, sur du leadership, sur de la finance, mais également sur la pédagogie et sur la mesure d'impact. Vraiment, on arrive avec des méthodes éprouvées, structurées sur l'ensemble des points de la chaîne de valeur, quelque part, d'impact d'un projet de formation-transformation. Donc, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est une découverte. Et donc là, pour le coup, ça donne lieu à des réunions véritablement de présentation du modèle. Où là, je vais prendre, ou un collègue va prendre un cas dans notre portefeuille d'activité et va dire, bah voilà, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est décliné, voilà jusqu'où on est allé, voici les éléments de preuve qu'on a apportés, voici les éléments de conviction auxquels on a abouti, et donc voici la satisfaction globale, celle des participants, certes, mais celle de leur environnement, celle des commanditaires, celle du payeur, bon, et j'ai envie de dire à la fin, la nôtre aussi, de faire un bon job, quelque part. Ok, super. Donc la présentation peut-être en amont d'un projet pour expliquer ce que c'est l'évaluation, comment c'est utile au sein de ces projets. Après, comment vous déployez l'évaluation dans vos projets? Est-ce que c'est industrialisé? Est-ce que c'est personnalisé? Est-ce que vous avez des outils? Comment ça marche exactement? Écoute, alors, on est donc en sur-mesure, donc le grand principe du sur-mesure, c'est, en tout cas de mon point de vue, hein, modestement, mais c'est de commencer par une feuille blanche. C'est-à-dire, on croit savoir des choses sur le client, sur le partenaire, sur ses ambitions, sur comment il fonctionne, mais c'est très très schématique, et c'est issu d'expériences passées. Donc c'est assez peu prédictif en réalité, et en réalité les clients sont vraiment très différents. Chaque partenaire est un organisme vivant qui a une histoire, parfois de 50, 100 ans, donc sédimenté dans le temps. Donc en fait, moins on a de prêt-à-penser, mieux on se porte et mieux on s'ouvre finalement à la surprise et la découverte de différences structurantes sur la manière de voir les projets de formation, sur la manière de les accompagner, sur l'ambition associée, etc., etc. Donc, principe de la feuille blanche, ça c'est pour la conception vraiment de la solution et voir si vraiment c'est une formation qui est la solution, etc., etc. Et puis après, une fois que voilà, on sent qu'il y a un potentiel, il y a une ambition, il y a un alignement, et qu'on a fait une proposition, on va intégrer des éléments de Kirkpatrick, on va dire, euh, directement au travers des outils, des approches. Moi, je parle beaucoup de technopédagogie, c'est-à-dire des outils finalement technologiques qui permettent à la fois d'accompagner à la mesure d'impact, mais qui sont aussi des outils qui accompagnent simplement à l'impact lui-même, qui apportent de la valeur. D'ailleurs, c'est un des grands principes de Kirkpatrick, sur lequel j'adhère. Alfred Jarry disait il n'y a que les imbéciles et les huîtres qui adhèrent. Mais bon, pour le coup, moi j'adhère à ce principe, qui est que d'abord il faut créer de la valeur et ensuite on la mesure. Donc c'est bien la logique Kirkpatrick qui est d'abord on design une solution à fort impact, à fort potentiel d'impact, on se met dans les meilleures conditions, et après on mesure ce qui s'est passé, entre guillemets, hein, c'est un peu schématique, mais c'est un peu ça l'idée. Donc on va déployer des solutions technopédagogiques qui accompagnent la mise en pratique, qui facilitent la vie des participants, qui embarquent leur système, qui permet d'avoir des boucles de feedback de leur environnement, de leurs collaborateurs, de leurs managers, d'autres personnes sur la manière avec laquelle ils sont en train de se transformer, etc., etc., qui vont donc accompagner l'expérience de formation-transformation et qui, c'est un peu un produit, on va dire annexe, un produit de sortie, qui va aussi donner de la data quantitative et qualitative sur finalement ce qui s'est réellement passé. Et donc on va pouvoir positionner ces datas éventuellement sur le niveau 2, plus souvent sur le niveau 3, hein, sur les comportements de Kirkpatrick. Et bien sûr sur le niveau 4, en tout cas au niveau des indicateurs avancés. Et donc, au début, c'est vraiment, et c'est ça qui d'ailleurs fait que cette phase de de mise à niveau, entre guillemets, avec le client et d'ambition partagée autour de l'impact est très importante dès le début. Parce qu'elle a des conséquences sur vraiment le design de la solution. Et donc, c'est pas la peine de vouloir pousser tout un tas de solutions très complexes si en fait le client a d'autres ambitions et se satisfait très bien de certaines ambitions. On peut lui proposer d'avoir une vision un peu plus approfondie et, disons, plus long terme et plus impactante de ses investissements. À la fin, on respecte voilà, ce qu'il peut faire, au tenter, et son envie de le faire. Et donc là, on va poser un certain nombre de questions. On va avoir effectivement une checklist voilà, dans la co-construction avec le client pour savoir quel type de solution, quel type d'action on va prendre, qui est-ce qu'on va embarquer. Pour partager une anecdote, hein, avec un assureur français il y a quelques années, filiale d'un grand groupe d'assurance italien, parce que
commence à cerner de qui on parle, on avait un programme d'accompagnement pour des managers expérimentés qui changeaient de grade, donc ils changeaient de niveau hiérarchique, c'était partout dans l'organisation, et on avait un accompagnement au leadership et à la stratégie pour ces personnes-là. Okay. Donc un des éléments qui est ressorti comme étant un facteur clé de succès, c'était l'embarquement de leurs managers à eux, qui étaient des membres du COMEX ou du COMEX N-1. C'est-à-dire le niveau de modélisation, le niveau d'embarquement des managers est un facteur, on le sait, très important du succès d'une formation. En clair, la formation ne peut pas tout. Si le système dans lequel la formation est reçue n'est pas appétant, n'est pas soutenant, n'est pas facilitant, ou pas trop, on dissipe l'énergie d'une formation qui peut être qualitative par ailleurs. Et donc, on a proposé de monter une espèce de comité, enfin une série de réunions avec les N+1 pour discuter de leur disponibilité, de leur intérêt et des actions qu'ils allaient prendre en soutien des participants. Donc on forme des participants et en même temps on anime un petit comité des N+1 en se disant si les managers en question qui viennent de tout un tas de départements différents eh bien, se sentent soutenus et alignés par rapport à leur manager direct, on aura un des éléments de récompense, d'encouragement à la mise en pratique, d'encouragement à l'appropriation. On est sur du niveau 3 Kirkpatrick. On s'est rendu compte dans cet accompagnement des N+1 qu'il y avait une hétérogénéité absolument extraordinaire, que d'ailleurs la DRH n'avait pas vue. Et donc dans ces comités, on se rendait compte que les N+1, certains disaient non mais maintenant qu'il est passé grade X, maintenant c'est bon, il se débrouille. Elle se débrouille, elle est assez grande, on n'est plus à la cour d'école, c'est terminé. Puis là, de l'autre côté de la table, quelqu'un qui dit non mais attends, c'est drôle, moi j'ai pas du tout la même vision. On va se faire des points réguliers sur le programme de formation, je vais lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il a pu s'approprier, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est non pertinent, qu'est-ce qui est prioritaire, je vais lui partager mes propres expériences, et puis on va avancer comme ça, et donc je vais... Voilà. Oui. Ça, sans finalement comment dire, la structure de pensée, le questionnement, les checklists Kirkpatrick, on ne fait pas émerger ce type de modalités, ouvrez les guillemets, pédagogiques, qui sont en fait des modalités d'accompagnement du système au service de l'impact de la formation elle-même. C'est vraiment pertinent. Merci, de ton témoignage, Thomas, parce que là, tu illustres parfaitement l'équilibre entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire que vraiment, Kirkpatrick permet de définir précisément les critères de succès de la formation et donc ce sur quoi il va falloir travailler pour espérer obtenir des résultats. Et en aval, voilà, que ces critères de succès deviennent des critères d'évaluation. Et si on considère l'évaluation comme étant uniquement une activité post-formation et malheureusement souvent réduite à sa plus simple expression, à savoir un pauvre questionnaire d'évaluation dit HO, voilà, là on passe à côté du sujet. Moi, je me rappelle, il y a des années, j'avais travaillé avec un organisme de formation qui avait fait appel à moi pour évaluer une formation qu'il avait donnée. J'en rigole un peu, mais en fait, il n'y avait strictement aucun résultat. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun résultat, mais absolument rien. Pourtant, c'était un investissement assez conséquent. Il me dit, mais on ne peut pas tordre un peu les chiffres pour démontrer des choses. J'ai dit, oh, non, j'ai une éthique. on ne peut rien montrer, c'est tout. Mais en fait, il n'y avait vraiment strictement aucun impact. Et l'évaluation n'avait pas été pensée en amont. Donc c'était vraiment une formation qui avait été donnée, on va dire, comme un événement de formation, sans réflexion, comme tu le disais précédemment, sur le niveau 3, sur les leviers qui vont venir encourager, contrôler, renforcer, récompenser, etc., etc. Et derrière, pas de transfert, pas d'impact au niveau 4, etc. Et il a fallu présenter ces résultats au client final. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais refuser la mission à la base, parce que je n'avais pas, on va dire, beaucoup d'espoir pour lui. Je me doutais de ce que ça allait donner, parce qu'il n'y avait pas eu cette réflexion en amont. Mais on voit que dans une telle situation, on se retrouve vraiment... c'est une situation inconfortable. Donc effectivement, comme tu le dis et comme tu le fais toi-même, démarrer le plus possible en amont pour se dire, voilà, on va travailler quasiment à garantir l'efficacité de la formation, en tout cas à maximiser les chances d'avoir des résultats.
Écoute, enfin, naturellement et sans jeu de mots, tu parles d'or. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans la méthodologie Kirkpatrick, c'est que en réalité, elle pourrait s'adresser potentiellement, hein. Donc là, Joss, j'espère que tu écoutes pleinement, en pleine conscience. Voilà, que Bien sûr. tu vois mes paroles. Non, mais Eh oui. évidemment, je plaisante. Mais c'est que finalement, potentiellement, cette méthode pourrait être déployée auprès de tous les managers d'une entreprise. Pourquoi je dis ça? Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que tu nous avais glissé en 2016-2017 quand j'avais fait l'assertif bronze. Oui. C'est que, en fait, une formation, vraiment, quand on regarde vraiment ce que c'est, et d'ailleurs, je pense qu'on se penche insuffisamment sur le poids des mots, on s'intéresse peut-être plus au choc des photos, c'est que une formation est un projet de changement. C'est-à-dire qu'une formation réussie, il y a des lignes comportementales, des pratiques, des process, des façons de voir, des façons de faire, des façons de parler, peu importe, des façons d'agir, des outils, peu importe, qui ont bougé. Il y a des lignes qui ont bougé. Donc c'est un projet de changement. Une fois qu'on a dit ça, on demande à chaque manager, est-ce que tu as un projet de changement dans ton équipe en ce moment? Et le premier qui répond non, I like you John, but you're fired. Non, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut regarder à nouveau, quoi. Parce que dans la période, moi je ne connais pas de manager qui part au milieu du gué sur tout un tas de sujets. C'est pas complètement normal, hein, bien au contraire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de leadership d'ailleurs pour les managers, parce que le leadership, c'est justement transformationnel, c'est accompagner le changement, le faciliter, etc. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des formations au leadership pour les managers, mais ça a tout à fait du sens au regard de l'environnement et de la manière avec laquelle les entreprises sont contraintes, hein, doivent s'adapter. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est la thématique la plus utilisée, le leadership. Hein, Eh ben, on est d'accord. Non, mais c'est clair. Et donc, du coup, le point, si tu veux, pour revenir à John sur Kirkpatrick, c'est que finalement, c'est une méthode qui structure la pensée et l'action pour réussir des actions de changement. Donc on enlève le mot formation, voilà, on met projet de transformation et encore plus projet de changement, parce que dans un projet de changement, il y a de toute façon une dimension d'apprentissage, même si elle est réalisée par le manager, par un mentor, pendant 2 heures en réunion, par un pair, peu importe. On peut considérer ça comme une formation, entre guillemets. Et donc la question c'est à chaque fois, est-ce qu'on a les conditions? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on veut voir? Quels sont les adjuvants? Quels sont les freins potentiels, etc. Et cette pensée structurée apportée par le modèle Kirkpatrick permet d'anticiper des écueils et de faciliter la voie à ce changement. Et donc je pense que vraiment, tout manager serait vraiment très intéressant un jour peut-être d'avoir une session bronze dédiée à des managers. Voilà, exclusivement, pour tester et voir l'appétence. Et je pense qu'on serait surpris en fait du degré de réceptivité, surpris positivement. Enfin, je l'espère en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors, d'autant plus que on va dire la mécanique du modèle s'applique tout à fait, on va dire à nombre d'interventions au-delà de la formation. Donc n'importe quel projet de changement, de réorganisation du travail, enfin voilà, d'accompagnement, etc., peut peut s'appuyer sur la logique du modèle de Kirkpatrick. Donc c'est vrai que voilà, il peut être utile à des managers bien au-delà des questions de formation. Le sujet, si tu veux, si je reprends la main, hein, si tu veux, en rebond, le sujet, c'est celui finalement de la performance. C'est-à-dire que Kirkpatrick, voilà, la formation, tout ça, ce sont des moyens. Alors nous, je pense qu'on en vit au quotidien comme une passion intrinsèque. C'est-à-dire que la pédagogie, l'accompagnement de la transformation, j'ai envie de dire, ça, voilà, Oui. voilà, on se lève le matin, il y a une espèce de raison d'accompagner des personnes, etc. Mais pour la plupart des organisations, et c'est tout à fait normal, la formation, les changements, l'accompagnement des changements, etc., et les méthodes associées, se font au service d'un effet final recherché qui touche à la performance, l'efficacité, la vitesse d'exécution, la qualité d'exécution, le renouvellement des produits et services, l'innovation, etc., etc. Et donc, avoir une culture partagée autour de cette ambition de performance et avoir des outils, des mots de vocabulaire, encore une fois, comme tu le disais, des paires de lunettes, parce que finalement, et
on en a échangé offline à plusieurs reprises. Jonathan, régulièrement, tu me reprends en disant, ah bah tiens, ça c'est du niveau 3, ça c'est un indicateur Ah oui, avancé. Et donc, tu as une paire, non mais voilà, tu as une paire de lunettes, de lunettes noires, c'est de ça. lunettes en permanence sur ton environnement. Et Hmm. ça, c'est un effet de bord de la méthode Kirkpatrick si elle est diffusée dans un collectif, qui est encore, à mon avis, insuffisamment explicité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai proposé en interne à mon management, qui l'a vraiment du coup embrassé. Là, j'espère que ça va pouvoir se faire très prochainement, pour embarquer toute l'équipe de chefs de projet sur mesure autour de la méthode Kirkpatrick, avec Mhm. l'idée que nous ayons une paire de lunettes partagées, des schémas mentaux partagés, des réflexes, des checklists, des mots de vocabulaire, une façon de parler, une façon de voir le monde et une ambition Exactement. Ouais, partagée. ouais, Et ça a de la puissance. tout à fait. Euh, une question, en fait, par rapport à donc, on comprend bien ton esprit, là, ton intérêt, tes convictions par rapport à cette importance et sur la performance et sur l'impact et comment accompagner les clients. Néanmoins, si je comprends bien, tu restes quand même à l'extérieur du client. C'est-à-dire que c'est toi qui apportes l'expertise que tu as, et puis avec tes équipes aussi, dans l'ingénierie pédagogique, dans l'animation d'information, mais tu restes à l'extérieur. Donc, pour bien faire du niveau 3, niveau 4, pour bien accompagner les apprenants post-formation et pour bien évaluer les résultats, il faut accès. Il faut un accès aux données, il faut un accès aux participants, un accès, comme tu dis, aux managers. Comment tu fais? Est-ce que tu as des recommandations? Comment tu fais pour convaincre le client, pour expliquer ou pour avoir justement cet accès-là? Parce que parfois, c'est justement difficile pour les gens de l'extérieur de dire, bon, moi, je veux bien évaluer, mais bon, une fois que la formation s'arrête, moi, mon boulot arrête là aussi. Moi, j'ai plus accès, je peux plus intervenir, tu vois? Donc, comment toi, tu fais avec cette juxtaposition? Écoute, c'est une question, Joss, qui mérite un podcast entier. Donc, je vous Ah, donne d'accord. je vous donne rendez-vous au podcast Ça numéro marche. 10. Non, mais C'est clair. in jest. Je, je partagerai voilà, une expérience hein, OK. à ce sujet, et plutôt sur un levier humain, plutôt que technologique, sur la data. Parce qu'en fait, j'ai la faiblesse de croire que les outils techno, etc., on les trouve toujours, on peut les créer, etc. Ce qui pêche souvent, c'est l'embarquement, l'alignement, la confiance au sein d'un collectif qui implique à la fois le partenaire, tel que le Lyon peut l'être, et puis le partenaire client, l'entreprise, etc. Il existe un outil qu'on a déployé, entre guillemets un outil, hein, qu'on a déployé auprès de quelques partenaires et qui a vraiment donné des résultats très intéressants sur ce point-là, entre autres. Le point que tu soulèves, qui est celui de comment obtenir de la donnée qualitative, comment intéresser l'entreprise à cette donnée-là, ce qu'il va en faire et les perspectives de soutenir la progression de ces données qui sont le reflet finalement ultime d'une formation, transformation, d'un projet de changement réussi. C'est de monter un comité de pilotage. Monter un comité de pilotage qui implique, et là vraiment je mobilise des expériences très très concrètes, et c'est des clients qui nous ont appris d'ailleurs. On a au moins autant appris à leur côté que nous, qui ont monté eux-mêmes leur propre comité de pilotage, et on en a vu les bénéfices et l'impact sans jeu de mots. Comité de pilotage composé de DRH, composé d'opérationnels, patron de business unit, euh, dirigeants, si on peut, selon la taille de l'entreprise, de participants au projet, de formation, transformation, membre de l'équipe projet opérationnel, donc développement RH, etc. Et puis le MLion ou le partenaire en question, ça va être direction pédagogique et chef de projet. Et dans ce creuset collectif va être abordé tout un tas de sujets autour du projet, qui vont aborder justement les adjuvants au projet, les éléments facilitants. Ils vont pouvoir être discutés. Les représentations du réel et des défis auxquels on fait face dans le déploiement d'une formation ambitieuse vont être alignées, vont s'aligner progressivement au frottement des différents échanges qui auront lieu dans ce copil, qui d'ailleurs lui-même généralement est animé presque comme une formation. C'est-à-dire que chaque rendez-vous du copil a un effet final recherché presque pédagogique. Comment on fait bouger les lignes, comment on les réaligne, qu'est-ce qu'on co-construit. Donc ce sont des petites interventions en elles-mêmes, à côté d'un
pour le coup, en général, d'un grand projet qui va impliquer, pardon pour le bruit, impliquer 150, 200 personnes, etc. Et dans le cadre de ce comité de pilotage, eh bien, on a les personnes qui ont l'accès. On a non seulement les personnes qui ont l'accès, mais on a les personnes qui ont l'intérêt. Et d'ailleurs, il faudrait commencer par ça. C'est-à-dire que quand on a des patrons de business unit, on peut se le dire, ils n'ont pas de temps à perdre. Et on est d'accord. Nous non plus, d'ailleurs. Donc, non, mais je veux dire, voilà. Et donc, le temps que l'on passe ensemble, avec une ambition partagée, fait que, à différents moments, à différentes jonctions, quand on a besoin d'action, quand on a besoin de relais, quand on a besoin de présence, quand on a besoin d'infos, quand on a besoin de ressources, de leviers, eh bien, on va les discuter dans ce forum. Et ce forum, il a des relais dans l'organisation. Il a des moyens. Et en général, quand les opérationnels soutiennent une formation, un projet de changement, etc., eh bien, on est capable de faire beaucoup de choses au service de l'impact de la formation, notamment l'accès aux données, mais pas seulement. Pas seulement. Exactement. Les portes s'ouvrent. Oui, moi j'ai une expérience. Si je peux partager une expérience, si tu veux, Joss, en complément. Oui, bien sûr, vas-y. Écoute, on a eu, c'est un projet pour le coup mondial, pour Saint-Gobain, avec le numéro 3 de la finance, Justin à l'époque, qui était en charge de ce qu'on appelle les Shared Services Centers, donc les centres de services partagés finance. Donc il y a une transformation organisationnelle majeure, la sortie de la fonction finance des filiales pays et leur intégration dans des centres de services partagés transpays par région, 41 dans le monde entier. Donc une transformation absolument majeure, des pertes de collaborateurs jusqu'à des taux de 50%, des changements de pays pour certains, etc. pour les collaborateurs. Enfin voilà, vraiment projet de transfo. Ce patron, ce dirigeant, quelque part de sa fonction, va voir le L&D Saint-Gobain et lui demande, il me faut un accompagnement projet sur comment les managers peuvent accompagner le changement, développer leur leadership, piloter les équipes, garder la motivation, gérer les tensions, les conflits, gérer les émotions, etc. Donc ça pour moi c'est les projets en or. C'est l'opérationnel, c'est le business. Alors c'est un business fonctionnel, mais la finance, voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin. Ouais. Des vrais enjeux et des vrais enjeux. Oui, il y a des vrais enjeux, c'est une fonction maîtresse, quoi. Donc dans l'organisation, voilà, on transige pas, on mégote pas, quoi. Donc on monte un projet en full blendé sur 6 mois avec 2 jours présentiels au milieu, etc. Donc bon, ça c'est du design pédagogique, etc. Et on a un mini copil avec ce patron qui fait des vidéos, qui vient en live au kick-off, qui vient aux sessions dans différents pays, à différents endroits. Donc on l'a déployé en 6 langues. Oh, le bonheur. En Chine, voilà, non mais en Chine, au Non, mais Brésil, c'est bien qu'il soit là. extraordinaire, tu vois. Enfin, Tu parles du fait qu'il soit présent, quoi. C'est génial et d'avoir un alors, et sponsor donc, comme ça. C'est super. voilà, et donc quelque part c'était, it was a steering committee of one, c'était un copil de 1 quelque part. Enfin, ils étaient 2 ou 3, mais je veux dire, voilà, petit copil. Mais finalement, conceptuellement, c'est la même chose. C'est anticiper dès le début d'un projet, un tant soit peu ambitieux, de monter en fait et vraiment de convaincre le client, le partenaire, qu'on n'est pas en train de vendre du temps, de la réunionite, etc. On est vraiment en train de réussir le projet en fait. Ce que je trouve génial, c'est que en fait, en créant le steering committee, le comité de pilotage, en fait, là, on voit qu'un membre de ce comité devient le sponsor du projet, devient celui qui est sur le terrain, qui va dans les kick-off, qui explique l'importance de faire, etc. Et donc, il incarne un rôle justement de cette communication qui est ultra importante auprès des participants, auprès des managers, auprès de tout le monde pour dire que il faut investir pas que maintenant, mais aussi après la formation, et qu'il soit là et présent. Et ça, je trouve génial. Écoute, moi, si tu veux, merci Joss, vraiment avec plaisir. Hein. Enfin, est-ce que tu souhaites peut-être que je partage deux, trois recos opérationnels pour ceux qui ont eu la gentillesse Écoute, pour bien finir le podcast, avec plaisir. Exactement, Ouais. ça serait Bon, top. Voilà, bon. pour les certifiés, la communauté des certifiés. Alors pour les En certifiés, priorité. mais éventuellement pour les autres Oui, aussi, hein, tout à fait, oui, oui, le cas exactement. échéant. Ne Mais soyons pas sectaires. disons que voilà, et je veux pas jouer le rôle de mentor par rapport à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est vrai que
voilà, moi j'ai aucun problème pour vraiment valider, recommander l'approfondissement du développement de compétences, de son développement professionnel avec la méthodologie Kirkpatrick, en allant pourquoi pas jusqu'à l'or, ce qui est d'ailleurs très malin d'un point de vue activité business, mais c'est finalement une fine compréhension du comportement humain qui est de dire, bah, vous avez plusieurs niveaux, donc vous avez plusieurs occasions de remettre la main à la pâte, de vous reconvaincre, de repratiquer et de confirmer et d'être valorisé. Donc en fait, j'ai envie de dire le circuit ou la pyramide Kirkpatrick, bronze, argent, or, elle est conçue comme un programme de formation à fort impact, puisqu'on retrouve des éléments de soutien, de valorisation, d'engagement et de développement professionnel. Donc c'est voilà, c'est un cheminement personnel, professionnel qui est vraiment top. Et en France, en l'occurrence, et sans flagornerie, on a une équipe dédiée, enfin Joss, Jonathan, une structure et une communauté qui se déploie, enfin qui se développe, vraiment vraiment super. Donc vraiment de foncer, j'ai envie de dire, de pas se poser trop de questions, d'essayer vraiment au maximum de se lancer dans la démarche. Ensuite, alors une reco de mise en pratique, mais c'est complexe hein, parce que là pour le coup c'est vraiment des mots, donc c'est très cognitif. C'est de la discipline. C'est-à-dire Ah, j'aime ça. ah oui, non mais je m'en doutais, non mais si tu veux, voilà, moi je caresse dans le sens du poil, C'est le Jonathan, mais mot-clé. voilà. En fait, comme toute méthode, c'est pas le grand soir. C'est pas le grand soir, une fois tous les 6 mois, etc. C'est petit, c'est modeste, c'est humble, mais c'est tous les jours. Et donc, je pousse un peu, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, c'est une discipline, c'est presque un art de vie, de se dire, voilà, je garde Kirkpatrick, voilà, je mets la méthodo sur le mur, j'ai les questions en permanence, j'ai un certain nombre de checkpoints régulièrement. Quand je prends un brief client, j'ai introduit 4 ou 5 ou 6 questions qui tournent autour, qui vont me donner des billes, qui vont me donner des éléments. Enfin, bref, voilà, je considère que c'est important, et donc je vais jusqu'au dernier kilomètre, et un peu tous les jours, et puis très rapidement, voilà, la bonne mise en pratique, eh bien ça devient assez largement inconscient, et c'est les autres qui vous disent qui vous êtes, et qui disent mon Dieu, mais tu respires, tu bois, tu manges Kirkpatrick tous les jours. Ah bon? Ah bon, bah voilà, là c'est gagné. Effectivement. Euh, un autre élément peut-être, si j'ai le temps, hein, Bien sûr. euh, c'est euh, de se benchmarker, d'avoir un petit peu le courage professionnel, si j'ose dire, hein, ça demande un peu d'investissement de temps, mais de se benchmarker au travers des multiples compétitions ou trophées qui sont organisés en pédagogique, alors par des cabinets comme Learn Assembly, le FEFOR, ou alors au niveau de l'EFMD, au niveau académique, hein, pour les grandes écoles ou d'autres. C'est d'aller investir le temps pour mettre à plat sur un projet finalement l'impact et comment on a déployé une méthodologie. Et donc, moi, modestement, j'ai pu le faire à plusieurs reprises. On ne gagne pas à tous les coups, mais on apprend à tous les coups, ça c'est sûr. Et donc, on met à plat vraiment ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on a déployé la méthode de Kirkpatrick. Et petit tips pour les certifiés bronze qui nous écoutent, ça peut nourrir assez aisément votre certification argent, puisque du coup, vous avez tout un tas de données, de data, de tableaux, de capture écran et surtout de structures de pensée voilà, accessibles pour monter votre projet argent. Et se confronter aux autres est une forme de motivation. Et alors si vous gagnez un trophée, etc., notamment sur l'impact, parce que c'est un des leviers qui est attendu le plus souvent dans ces reconnaissances de notre industrie. C'est finalement le dernier kilomètre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé chez le client, et de pouvoir démontrer la chaîne de conviction qui fait que oui, lorsque nous avons monté cette petite formation animation d'une demi-journée, nous avons réussi à multiplier par 4 les bidas de l'organisation. Oui, c'est vrai, grâce à Kirkpatrick. Alors là, en général, on reconnaît votre talent. Voilà. Super. Merci, merci Thomas. Franchement, alors c'est un témoignage précieux, très très riche. Vraiment, je trouve. Hein, je pense que Joss, tu en seras d'accord. Voilà, on a Oui, vraiment toute la palette Kirkpatrick qui est déroulée, si je puis dire, et vraiment qui nous montre à la fois la pertinence du modèle, son applicabilité et les retombées pour toi, pour le million, pour tes clients, etc., à différents niveaux. Donc franchement, c'est top. Et merci pour ces recommandations, parce que voilà, comme tu l'as dit si justement,
On va vraiment, tu parlais de raison d'être aussi, qu'est-ce qui fait que l'on se laisse le matin, etc. Et là, aller jusqu'au bout et démontrer que l'on a engagé, réussi des transformations, franchement, quoi de mieux pour des professionnels Oui, de la formation que absolument. de pouvoir démontrer cela. Merci beaucoup pour le temps et puis surtout, voilà, good luck à tous ceux qui sont, voilà, qui sont impliqués dans ce type de démarche, qui partagent une philosophie et qui idéalement la partagent en collectif au sein des équipes, hein, voilà, pour en faire un cadre partagé qui permet d'aller plus vite, en fait, hein, puis de se partager les tuyaux, de partager les idées qui émergent au service, à l'intérieur de ce cadre et au service de l'impact, quoi. Et merci vraiment beaucoup pour votre temps et ce podcast. Merci à toi. Merci Thomas. J'ai juste une question pour le mot de la fin. Voilà, très rapide mot de la fin pour tous ceux qui nous écoutent. Peut-être pour les certifiés bronze qui ont peut-être laissé un peu tomber l'évaluation, ou pour ceux qui ont jamais trop fait quelque chose. Ce serait quoi la première action que tu ferais en revenant d'une formation sur l'évaluation ou certification, ou si tu veux te remettre dans le bain. Thomas, ce serait quoi ta première action pour ceux qui veulent juste se renouer un petit peu avec l'évaluation? Ce serait quoi? Et après, on en rate là. Écoute, moi je citerai notre ancien chef d'état-major français Pierre de Villiers qui disait la théorie rentre aussi bien par les pieds. Ouais. Et nos amis les militaires ont la fâcheuse tendance à nous rappeler à certains éléments du réel, parce qu'ils payent le prix fort lorsqu'on s'en détache de ce fameux réel. Non, moi ce que je dirais, c'est immédiatement se remettre dans le bain, c'est-à-dire tout de suite passer à la pratique, très très vite. Ne pas laisser refroidir, on le sait, hein, enfin voilà, une formation, un accompagnement, et j'ai presque envie de dire très modestement, et ce serait d'ailleurs une marque d'appréciation de ce podcast, et encore merci pour le temps investi pour ceux qui nous écoutent à ce stade. Mais c'est finalement juste après, de reprendre le modèle, de penser à un projet, de tout de suite remettre les mains dans le cambouis immédiatement, et ayez confiance que vous allez en voir la pertinence et l'intérêt tout de suite. Et il faut juste voilà, faire ce geste de se dire, ok, allez, je prends 5 minutes, je reprends le modèle, je reprends un projet sur lequel je suis, je me pose 3 questions, et là je me rends compte, tilt, ça me donne une idée. Et voilà, et vous êtes Super. réembarqué. Super. Très bon conseil. Vraiment, merci beaucoup Thomas, c'était génial. On n'a pas eu vu là passer, c'était super rapide. Ouais, plaisir, c'est gentil. Merci Jonathan. Donc merci à vous tous les auditeurs. Donc je peux vous dire que Thomas, donc c'est le premier invité parmi plusieurs qu'on va voir sur ce podcast. Donc Thomas, t'es un vrai célébrité, t'es un premier invité. Merci beaucoup encore. Et puis bon, on se retrouvera pour le 10e épisode bien bientôt. Merci beaucoup. Merci Au revoir. encore. À très vite.